Allons-y. Allons-y, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci pour votre présence et votre fidélité à notre flash hebdomadaire du vendredi. Nous reprenons sur cette année 2021. Nous profitons au nom de toute l'équipe également de vous adresser nos vœux pour l'année 2021, puisque c'est la période, donc une année, on va dire, saine, sereine, et puis le plus possible la réussite des projets dans un contexte encore particulier. Ce matin, nous allons évoquer dans le créneau des 30 minutes maximum avec les questions de l'actualité relative notamment aux aides, au soutien des entreprises, alors soit des nouvelles aides ou tout simplement des ajustements. Je suis accompagnée, alors je suis Liliane Coutentin, expert comptable et directrice opérationnelle du pôle expertise RH et paye chez Baker Tilly Strego. Moi, j'évoquerai l'aide relatif aux congés payés et je suis accompagnée ce matin de Quentin Bidot, qui je vais laisser quelques secondes pour se présenter. Très bien, bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, Quentin Bidot, je suis avocat chez Horatio Avocat. J'interviens principalement en droit social, droit du travail et droit de la sécurité sociale, avec Françoise Levéziel qui dirige ce pôle à Nantes. Donc, Quentin nous évoquera notamment des ajustements concernant les aides en ce qui concerne l'activité partielle. Et nous sommes accompagnés également de Fabien Faudour, que je lui laisse le choix de se présenter. Oui, donc bonjour tout le monde et meilleurs vœux également à tout le monde pour cette nouvelle année. Donc moi je suis effectivement Fabien Vaudour, donc expert comptable pour Baker Tilly Strego sur le bureau d'Amboise en Touraine. Et je vous parlerai du Fonds de solidarité. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à consulter notre site internet où nous publions régulièrement des articles relatifs à l'actualité. Et puis, bien sûr, nous vous donnerons dorénavant rendez-vous sur le mois de janvier et suivant à ce rendez-vous du vendredi matin de 9h à 9h30. Alors, concernant mon sujet, notamment les congés payés. Nous avions évoqué déjà en décembre un communiqué de presse concernant les congés payés, un communiqué de presse le 2 décembre, et ce communiqué de presse est paru le 30 décembre pour une application immédiate, puisque en fait, il ne s'applique que du 1er janvier au 20 janvier 2021, une période relativement courte. Et donc, nous souhaitons ce matin vous alerter sur certains points d'attention concernant ce dispositif. Alors déjà, pour pouvoir bénéficier, alors il s'agit d'une nouvelle aide au soutien, et pour pouvoir y prétendre, il faut regarder déjà deux critères. Ils ne sont pas cumulatifs. Le premier critère, c'est l'activité principale de l'entreprise. Est-ce qu'elle implique l'accueil du public? Autrement dit, est-ce que vous avez eu l'interdiction d'accueillir du public pendant une période totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre. Si c'est le cas, on peut penser que vous allez prétendre à cette aide avec d'autres conditions. Si toutefois vous n'avez pas cette activité qui implique l'accueil du public, ou tout simplement vous n'avez pas eu 140 jours de fermeture, il y a un deuxième critère qu'on va regarder, c'est la notion de chiffre d'affaires et la baisse du chiffre d'affaires pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, c'est-à-dire entre le 24 mars et le 10 juillet ou le 17 octobre et le 31 décembre. Et si vous avez une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 90% par rapport à 2019 pour les mêmes périodes, c'est un critère qui vous permet éventuellement de bénéficier de cette nouvelle aide.
Évidemment, les congés payés ne doivent pas être financés par une caisse de congés, donc ce qui exclut tout simplement le secteur bâtiment, travaux publics, entreprises de transport et d'autres éventuellement. Quand on regarde ces 2 critères, en fait, ça vise essentiellement les entreprises relevant du secteur HCR, hôtel, café, restaurant, notamment tout ce qui est événementiel, les salles de sport, discothèques et puis ensuite, en fonction de ces 2 critères, ça peut, ouvrir, éventuellement l'opportunité à d'autres entreprises. Alors, en quoi, consiste cette aide-là? En fait, c'est que l'État dit: «Eh bien, si vous êtes dans une période d'activité partielle autorisée sur la période du 1er janvier au 20 janvier 2021 et que les salariés prennent des congés pendant cette période, eh bien, l'État peut financer maximum 10 jours pris entre le 1er janvier et le 20 janvier». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez organisé la prise des congés pendant cette période. Puisque si vous ne l'aviez pas organisé, ça va être un peu plus difficile puisque lorsque on organise la prise des congés, on informe les salariés au préalable ou si vous avez un CSE, eh bien, il est nécessaire de prévenir au moins 30 jours avant la prise de congé le CSE. Donc là, c'était une des conditions qui est difficilement applicable, avec des textes, bien sûr, qui sont parus que le 30 décembre. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que, on peut prendre des congés, entre le 1er et le 20 janvier, mais faut-il que ce soit sur des droits acquis, au titre de 2019-2020? Autrement dit, quand on prend des congés, on acquiert des droits chaque mois et là, par exemple, en termes de congés, on est en train de solder nos congés au titre de la période de référence du 1er juin au 31 mai 2020. Si les droits sur cette période sont complètement apurés parce que vous avez, pour habitude de prendre des congés du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, eh bien, vous avez la possibilité par anticipation de prendre sur les droits du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Cependant, qui dit anticipation, eh bien, il y a une condition supplémentaire, c'est qu'il vous faut l'accord des salariés. Donc en fait, pour résumer, sur ce point-là, la prise des congés, je me permets d'insister, impérativement entre le 1er janvier et le 20 janvier. Si vous avez pris des congés en décembre, vous ne pourrez pas prétendre à cette aide. Si vous prenez des congés après le 20 janvier, vous ne pourrez pas y prétendre. Il faut vraiment que ce soit entre le 1er et le 20 janvier et avec, l'accord des salariés pour les droits 2020-2021 ou éventuellement, avec une information je dirais minimum, hein, normalement c'est 30 jours, mais au moins une information préalable pour les droits 2019-2020. Ensuite, vous allez me dire quel est l'intérêt pour vous en tant qu'employeur? Eh bien, il faut savoir que l'État prend en charge donc cette indemnité. Mais attention, les critères d'indemnisation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins les mêmes critères que l'activité partielle. C'est-à-dire que l'État ne prend en charge que 70% de la rémunération. Donc, pour vous, eh bien, dans la mesure où on parle de congés payés, vous aurez un reste à charge de 30%. Hein, je prends une indemnité de 1 000 €, eh bien, l'État remboursera 700 €, mais vous aurez versé 1 000 € aux salariés, donc vous avez un reste à charge de 30%, donc de 300 € dans mon exemple. Et quand on dit aussi congés payés, c'est soumis à cotisation. Donc, vous serez également redevable des cotisations au titre de l'indemnité. Ce qui veut dire que le différentiel est quand même important et également à décaisser sur la trésorerie du mois de janvier-février. L'avantage, si on regarde que du court terme, là, à l'instant T, quand on est dans une période où on n'a pas l'autorisation d'exercer son activité, c'est sûr que c'est une sortie de trésorerie et ça peut être important. Maintenant, si je regarde un petit peu plus loin, c'est-à-dire que lorsque les conditions sanitaires vont vous autoriser à ouvrir, eh bien, l'avantage de prendre des congés maintenant pendant cette période d'activité partielle, c'est de pouvoir disposer de
votre effectif permanent, de vos ressources humaines lors de l'ouverture, de vous consacrer à l'accueil de vos clients et ne pas vous préoccuper de la prise des congés antérieurs ou de l'année en cours. Voilà. Alors, les formalités pour terminer sur ce sujet, c'est quoi? Et impérativement, une mention sur les bulletins de paye de la date des congés, du nombre de jours de congé, de l'absence pour congé et puis de l'indemnité versée aux salariés. Également, l'autre formalité, eh bien, c'est au niveau administratif, hein, c'est la demande d'indemnisation qui se fera au même titre que les déclarations d'indemnisation d'activité partielle du mois de janvier, mais cependant avec la mention expresse que c'est pour la prise de congé et le nombre de jours de congé pris par les salariés. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce dispositif, c'est encore une fois un décret qui est sorti tardivement, où il ne faut pas regarder d'une façon pointue les règles juridiques parce qu'il est inapplicable et il faut essayer, si on rentre dans ce dispositif, eh bien, de limiter les risques en formalisant un minimum de choses et puis voilà. Donc sur ce sujet, je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser, on répondra. Et je vais laisser la parole à mon collègue pour les indemnités d'activité partielle. Oui, donc rebonjour à tous. Donc effectivement, je vais intervenir sur les modalités d'indemnisation de l'activité partielle. Comme la crise sanitaire n'a pas pris fin, évidemment, en fin d'année, on a eu un certain nombre de textes qui sont intervenus courant décembre, à savoir notamment une ordonnance et des textes, des décrets qui sont intervenus pendant les fêtes, qui vont reporter les principales mesures d'exception qui avaient été prises auparavant. Et l'activité partielle, évidemment, n'est pas mise à l'écart. Et donc, on a un report de l'indemnisation avec toutefois une modulation dans le temps du niveau d'indemnisation. L'idée est que jusqu'au 31 janvier 2021, finalement, on garde le même régime qu'à l'heure actuelle avec un taux d'indemnisation des salariés qui reste uniforme et un taux d'allocation qui est versé à l'employeur qui reste le même qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire un taux de droit commun et un taux dérogatoire. On va rajouter des cas dérogatoires, mais on va y revenir. À partir du 1er février 2021, l'idée est de sortir progressivement du régime exceptionnel avec une baisse du taux de l'indemnité qui est versée aux salariés, mais également une baisse drastique du taux qui est versé à l'employeur dans le cas des droits communs et une baisse progressive de l'allocation qui est versée à l'employeur pour les secteurs dérogatoires. Donc, dans le détail, vous le voyez sur le PowerPoint, donc jusqu'au 31 janvier 2021, donc l'indemnité qui est versée aux salariés, c'est 70% de la rémunération horaire brute antérieure, sans pouvoir être inférieure à 8,11 € net. On est à 8,11 € et pas 8,03 €, c'est simplement une revalorisation du SMIC 2021. On n'a pas d'indemnisation due pour la part qui est supérieure à 4,5 SMIC. Donc en gros, on reste sur le même dispositif qui était en vigueur jusqu'à présent. De la même manière, pour l'allocation qui est versée à l'employeur, on a un taux de droit commun qui est à 60% de la rémunération brute et un taux dérogatoire de 70%. Donc toujours pour les secteurs dits protégés et les secteurs connexes, donc qui sont listés par décret. Pour les entreprises qui reçoivent du public et qui font l'objet d'une fermeture non volontaire. Et on a également deux nouveaux cas dérogatoires que sont les entreprises qui sont dans un territoire avec des restrictions spécifiques et qui subissent une perte d'au moins 60% de leur chiffre d'affaires, et les entreprises qui sont dans une zone de chalandise d'une station de ski et qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Donc ça, c'est pour la situation jusqu'au 31 janvier
2021. À partir du 1er février 2021, on va avoir les premières modifications, un peu comme ce qui était prévu initialement pour le 1er novembre 2020, qui avait été reporté. L'idée est de baisser l'indemnité versée aux salariés avec une indemnité qui passe de 70% à 60%. On a des cas dérogatoires pour les salariés vulnérables, les salariés qui sont placés en activité partielle pour garder leurs enfants qui font l'objet d'une mesure d'isolement. Eux, ils peuvent garder une indemnisation à hauteur de 70%. On va également avoir le régime dérogatoire pour les salariés qui sont dans des entreprises qui relèvent du régime dérogatoire avec 70% d'indemnisation jusqu'au 31 mars pour les secteurs protégés. Ensuite, ces secteurs protégés, à partir du 1er avril, passent à 60% d'indemnisation et 70% pour les autres régimes dérogatoires au moins jusqu'au 1er juillet. Pour l'allocation qui est versée par l'employeur, de la même manière, donc les régimes de droit commun, tout change à partir du 1er février, puisque là, on passe à 36% d'indemnisation par l'État, contre 60% jusqu'au 31 janvier. Pour le régime dérogatoire lié à la situation du salarié, c'est-à-dire pour les salariés vulnérables et les gardes d'enfants, l'indemnisation restera néanmoins à 60%. Pour les secteurs dérogatoires, donc je rappelle un secteur protégé connexe, fermeture et ceux dans les zones soumises à restriction, on va avoir 2 modulations. D'une part, les secteurs protégés, un petit peu le dérogatoire traditionnel, c'est-à-dire les secteurs protégés et connexes, qui vont passer à 60% de prise en charge par l'État jusqu'au 31 mars. Et à partir du 1er avril, on rebascule sur le droit commun avec 36% d'indemnisation par l'employeur. Pour les autres secteurs dérogatoires, on va rester à 70% d'indemnisation, donc un reste à charge visé à 0 jusqu'au 30 juin, et un passage directement au droit commun à partir du 1er juillet. Bon, j'ai bien conscience que ça paraît un peu barbare comme ça et un peu complexe. Donc, on a fait un tableau un petit peu très synthétique pour récapituler tout ça. Donc, pour reprendre, on se rend compte, hein, ça dépend principalement du secteur dans lequel on se trouve. Si on est dans le secteur de droit commun, on reste dans la même situation qu'à l'heure actuelle jusqu'au 31 janvier 2021. Jusqu'au 31 janvier, le salarié touche 70% d'indemnisation et l'employeur touche 60% d'allocation. À partir du 1er février, le salarié est indemnisé à hauteur de 60% et l'employeur a une allocation à hauteur de 36%. Pour les secteurs protégés et connexes, on a finalement le reste à charge à 0% qui est maintenu finalement jusqu'à fin février, avec une indemnité du salarié à 70% et l'allocation qui est versée à l'employeur à hauteur de 70% également. À partir du 1er mars, finalement, on va passer sur le régime un petit peu transitoire. Pour un mois, ces secteurs-là, les entreprises de ces secteurs auront une indemnité du salarié qui sera toujours à 70% et une allocation employeur qui sera ramenée à 60%, comme actuellement dans le droit commun. Et c'est à partir du 1er avril, finalement, qu'on sort du dispositif exceptionnel pour ces secteurs-là, avec une indemnité des salariés à 60% et une allocation employeur qui est ramenée à 36%. Et le troisième secteur, le troisième cas, ce sont les autres secteurs dérogatoires, à savoir donc les établissements recevant du public qui font l'objet d'une fermeture et les établissements dans les zones soumises à restriction ou la zone de chalandise d'une station de ski. Eux, l'idée, c'est de garder un reste à charge au moins jusqu'au 30 juin 2021 avec une indemnité des salariés à 70% et une allocation employeur à 70% également. Voilà pour la modulation de l'activité partielle. Simplement très brièvement sur les autres mesures, on voulait simplement rappeler effectivement qu'on a un dispositif spécifique hein, pour les salariés vulnérables et pour les salariés qui doivent être placés en activité partielle pour garder leurs enfants qui font l'objet d'un placement en isolement. On a l'indemnisation qui est maintenue à 70%. Au moins, alors au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, il y aura probablement des décrets qui sortiront pour éventuellement changer cette date butoir. L'idée, c'est que ces salariés-là ne subissent pas de pertes trop lourdes à cause de leur placement en activité partielle.
Un point intéressant également, c'est que les particuliers employeurs ne sont pas laissés en reste sur l'activité partielle. Ils peuvent recourir à l'activité partielle pour leurs salariés et aussi pour les assistantes maternelles. Cela vise notamment les particuliers employeurs qui sont travailleurs non salariés ou qui sont mandataires sociaux et qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur activité à cause des mesures sanitaires. Autre point, on a la réduction de la durée possible d'autorisation d'activité partielle qui, à partir du 1er mars, sera réduite à 3 mois. C'était initialement prévu pour le 1er janvier, donc là, c'est évidemment reporté vu les circonstances. On n'a pour l'instant pas d'informations pour savoir si ça sera reporté au-delà. C'est à prévoir qu'évidemment, si la situation ne s'améliore pas, toutes les dispositions exceptionnelles que l'on connaît pourront effectivement être adaptées et voire reportées, mais pour l'instant, on n'en a aucune garantie. Enfin, pour rappeler que les autres dispositions visant l'activité partielle exceptionnelle sont par principe reportées jusqu'au 31 décembre 2021. Ça touche quasiment toutes les mesures qui avaient été prises. Les possibilités d'individualiser l'activité partielle, que je rappelle, c'est sous condition, on ne peut pas le faire comme ça n'importe comment. Les modalités de prise en compte des heures supplémentaires ou heures d'équivalence, etc., etc. Toutes les mesures que l'on connaît, qu'on commence à connaître maintenant. Enfin, un petit rappel, je vous rappelle que l'administration peut notifier sa décision d'autorisation d'activité partielle dans un délai de 15 jours suivant la demande. Donc, c'est des délais qui sont tenus en compte. En demandant la demande préalable d'autorisation d'activité partielle peut être adressée dans un délai de 30 jours qui suit le placement en activité partielle, ce qui permet d'avoir une marge de manœuvre. Attention néanmoins, je vous rappelle que faire des demandes a posteriori, c'est s'exposer en cas de refus à devoir prendre en charge l'activité partielle des salariés. Ça ne change pas s'agissant des motifs de recours à l'activité partielle. On peut toujours l'employeur peut toujours solliciter de manière unilatérale l'activité partielle dans le cadre de circonstances exceptionnelles comme la pandémie de Covid-19. Et enfin, je rappellerai simplement que les entreprises qui sont dotées d'un CSE doivent informer celui-ci à chaque échéance d'autorisation d'activité partielle. Voilà, j'ai essayé de faire court et de manière synthétique. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous voulez des informations plus précises. Merci Quentin. Du coup, moi je vais vous parler du Fonds de solidarité, du nouveau décret qui est paru donc, le 19 décembre 2020, donc avec évidemment des nouvelles conditions, puisque chaque mois finalement les conditions changent pour les fonds de solidarité. Et donc notamment dans les nouvelles conditions de cette aide, bien on va retrouver que les personnes physiques ou morales dont les dirigeants majoritaires qui sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet, ils sont désormais éligibles sous réserve d'avoir un salarié, un effectif supérieur ou égal à un salarié. Ce n'était pas le cas avant, c'est désormais possible pour ces dirigeants qui ont un contrat de travail à temps complet. Je rappelle également que les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 sont éligibles au Fonds de solidarité. Mais la grosse nouveauté par rapport au mois de novembre, eh bien, c'est que les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires à prendre en compte, eh bien, sera désormais tiendra compte du click and collect à hauteur de 50%. Ce n'était pas le cas en novembre, on ne prenait pas du tout le click and collect. Eh bien, désormais, il faut le prendre à hauteur de 50% pour le chiffre d'affaires de référence de décembre. Je rappelle également, concernant le Fonds de solidarité, que la demande d'aide doit être réalisée au plus tard le 28 février 2021. Donc la demande, elle se fait sur le site impôt.gouv.fr. Pour ceux qui ne l'auraient jamais fait jusqu'à aujourd'hui, sur l'espace personnel, dans la messagerie sécurisée, on va retrouver un onglet dédié au Fonds de solidarité Covid-19. Une nouveauté qui n'en est pas une, la notion d'un effectif inférieur ou égal à 50 salariés est de retour pour toutes les entreprises, sauf pour celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui figurent dans l'annexe 1. L'annexe 1 qui d'ailleurs
a été modifié puisqu'il a été rajouté 8 nouvelles activités et 24 nouvelles activités dans l'annexe 2. Dans les 8 nouvelles activités de l'annexe 1, on va retrouver 3 activités de l'annexe 2 qui sont remontées finalement dans l'annexe 1. Il s'agit notamment des activités qui sont liées à la culture. Un petit schéma, parce qu'on aime bien effectivement mettre des petits schémas pour simplifier un petit peu la visibilité de tout ça. Donc pour le Fonds de solidarité de décembre, eh bien, toutes les zones géographiques sont touchées. On ne parle pas de zone de couvre-feu. Et donc, pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, eh bien, on peut bénéficier du Fonds de solidarité sans condition de perte de chiffre d'affaires. Cependant, s'il y a une perte de chiffre d'affaires, bien sûr, on peut demander le fonds de solidarité et l'aide est égale au montant de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou de 20% du chiffre d'affaires de référence. On prend l'option la plus favorable des deux, bien entendu. Et concernant le chiffre d'affaires de référence, il s'agit du chiffre d'affaires de décembre 2019 ou de la moyenne mensuelle de 2019. Avec quelques particularités pour les entreprises qui ont été créées en 2020. Concernant les entreprises qui figurent dans l'annexe 1, donc là, 2 possibilités d'obtenir le fonds de solidarité. Si la perte de chiffre d'affaires était supérieure à 70%, par rapport évidemment à l'année précédente, eh bien, le montant de l'aide est égal à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € et de 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc les mêmes conditions que pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cependant, pour les entreprises de l'annexe 1 qui ont une perte de chiffre d'affaires entre 50% et 70%, eh bien là, le montant de l'aide est égal à la perte de chiffre d'affaires dans la limite toujours de 10 000 €, mais de 15% du chiffre d'affaires de référence. Voilà, donc une petite baisse par rapport à ça. Concernant les entreprises de l'annexe 2, alors là, il faut s'accrocher un petit peu plus puisqu'il faut au préalable avoir perdu un chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente sur la période du premier confinement, c'est-à-dire du 15 mars 2020 au 15 mai 2020, ou, c'est la nouveauté, ou du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020, donc le deuxième confinement, et plus précisément sur le mois de novembre. Et il faut également avoir perdu plus de 50% et avoir un effectif inférieur ou égal à 50 salariés. Et donc, si c'est le cas, si on réunit toutes ces conditions, eh bien, on peut avoir une aide qui est égale à 80% de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € avec un minimum de 1 500 € dès lors que la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €. Si la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, eh bien, à ce moment-là, on prendra 100% de la perte de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas forcément toujours trop simple, mais globalement, le site est relativement bien fait, les calculs se font de manière automatique. Et donc, pour toutes les autres entreprises, eh bien, finalement, dès lors qu'elles ont une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% et un effectif inférieur ou égal à 50 salariés, eh bien, le montant de l'aide est plafonné à la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 €. Je rappelle également, concernant le fonds de solidarité, que l'aide est non imposable aussi bien fiscalement que socialement. Voilà ce que je pouvais dire sur le fonds de solidarité. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez effectivement les indiquer dans la partie conversation du Teams. Là encore, si on n'a pas le temps d'y répondre, puisque je vois qu'il est déjà l'heure, eh bien, on se fera fort d'y répondre ultérieurement. Vous pourrez toujours consulter la conversation dans le futur. Voilà. Merci Fabien, merci Quentin. A priori, nous n'avons pas de questions, donc ça veut dire que nous avons été précis. Donc, nous allons clore la conversation.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous évoquerons très certainement des éléments de la loi de finances et de financement sécurité sociale, puisqu'il y a de nombreux textes qui sont sortis en fin d'année, de décembre 2020. N'hésitez pas bien sûr, à nous rejoindre la semaine prochaine entre 9h et 9h30. Et voilà, je vous dis bonne journée. Bonne journée Merci à tout le monde. Bonne journée Et à à vous. très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, bonne journée.